on est en direct sur Facebook sur la page idiom. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Bérangère. Bonsoir à tous. Voilà, je suis très contente de recevoir ce soir Jean-Marie parce que Jean-Marie, c'est quelqu'un qui disserte beaucoup et qui parle beaucoup du bonheur. Donc voilà, je voulais vraiment qu'il intervienne sur la chaîne d'Idiom pour nous expliquer déjà son parcours, nous expliquer comment il en est arrivé là, à parler du bonheur autant à la radio que par écrit. Voilà. Et même si vous voulez, après, il nous en parlera. On peut même aller écouter ces web radios. Non, c'est même pas une web radio, c'est une radio tout court sur Paris. Mes émissions sur une web radio, oui. Tout à fait. Sur une web radio, voilà, vous pouvez aller les écouter en podcast et ils parlent du bonheur. Et le bonheur, je pense qu'en ce moment, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, il faut parler du bonheur, ça c'est sûr, et il faut vraiment qu'on retrouve justement un peu de bonheur dans des situations comme ça de confinement où c'est très particulier. Et c'est ces moments-là où il faut se raccrocher au bonheur. Donc évidemment, c'est une émission interactive. Donc si vous voulez poser des questions, je pourrais les lire en direct et je pourrais les poser à Jean-Marie. Donc voilà, ça c'est très intéressant aussi d'avoir des questions en direct parce que justement, des fois on pense à des choses et puis vous pensez à d'autres choses. Donc ça, c'est cool qu'on puisse aborder tous les sujets. Donc déjà, Jean-Marie, bonsoir encore une fois. Voilà. Et la première question, c'est comment en es-tu arrivé là à faire des web radios sur le bonheur, à écrire des livres sur le bonheur, même à être formateur. Je sais que tu es formateur pour les enfants sur certaines choses du bonheur, même sur les parents, et accompagnateur par du coaching sur le bonheur. Donc là, ça va être long pour toi. Oui. Alors, comment parler d'un itinéraire dans le sens où voilà, j'ai 60 ans aujourd'hui, donc ça représente pas mal de temps et d'expérience. Ceci dit, voilà, donc moi je pense que le bonheur c'est un sujet en fait qui m'a toujours intéressé. Depuis loin que je pars dans ma mémoire, voilà, je pense que j'ai toujours été un garçon plutôt heureux. Et en tout cas, j'ai toujours su trouver du bonheur quelque part, même si j'étais dans des situations qui n'étaient pas forcément heureuses. Ensuite, mon itinéraire, je vais passer rapidement sur l'itinéraire professionnel, parce que moi, je ne suis pas du tout un professionnel de l'accompagnement au départ. Disons que quand j'étais très très jeune, et je me considère toujours aujourd'hui comme quelqu'un qui a plutôt une âme d'artiste. Un artiste, c'est quelqu'un qui est capable d'exprimer, et notamment d'exprimer toutes sortes de choses, et notamment d'exprimer ses émotions. C'est-à-dire qu'au lieu de les garder pour lui, à l'intérieur, il va pouvoir sortir cette pression émotionnelle et donc la sortir vers l'extérieur. C'est donc une expression. Et donc pour moi, j'ai toujours eu le plaisir à m'exprimer. Et donc je dessinais très très tôt, je pense avant même de savoir écrire. J'ai beaucoup dessiné. Ensuite, voilà, j'aimais chanter, jouer de la musique, faire du théâtre, sculpter, enfin bon, tout ce qui était à ma portée pour pouvoir exprimer tout ce que j'avais envie de dire au monde et de dire de moi, etc. Donc, j'avais déjà ça en moi. Et puis, voilà, donc il n'y avait pas d'artiste dans notre famille. Et puis, il fallait apprendre un vrai métier. Donc, j'ai appris un vrai métier. Et donc, j'ai fait des études d'électronique où le sujet me passionnait assez peu, mais c'est surtout la possibilité derrière de pouvoir transmettre, voyager, etc., qui m'intéressait. Et ensuite, mon itinéraire professionnel a fait que assez rapidement, je me suis intéressé à la formation professionnelle. Parce que la formation, c'était pour moi finalement l'occasion de partager avec d'autres personnes, de découvrir des personnes, de chercher à comprendre quels étaient leurs besoins et de répondre à leurs besoins, et pas uniquement en suivant un programme, mais en allant un peu plus loin dans leur capacité de ce qu'ils avaient envie de faire du sujet que je traitais avec eux. Donc ça avait beau être des formations techniques, il y avait toujours une part, bien sûr, de relation à l'autre qui était extrêmement importante, de compréhension, de jeu. Donc, je pouvais faire du théâtre en formant, je pouvais dessiner, je pouvais voilà, m'exprimer de différentes façons. Et j'ai trouvé à travers la formation le métier qui me permettait, voilà, à la fois d'avoir un vrai métier, une vraie profession, et en même temps de pouvoir aussi transmettre, ce qui a toujours été important pour moi, et m'exprimer. Et donc, j'ai évolué dans deux entreprises principalement, dont une où j'ai fait une longue carrière, et qui était une société américaine et qui m'a donné justement cette chance de pouvoir
souvent démarrer de nouvelles activités. Donc, j'étais ce qu'on appelle aujourd'hui un intrapreneur, mais je ne connaissais pas ce mot et je ne savais pas que ça existait. Et donc, j'étais quelqu'un à qui on a très rapidement confié de nouvelles missions. Et j'avais une page blanche, je devais développer moi-même mon propre service. Donc, je me suis occupé beaucoup de formation, de compréhension des besoins, de méthodologie, d'analyse des besoins de formation en France et à l'étranger, puisque j'étais en charge aussi de développer un business de formation client sur l'Europe du Sud dans un premier temps et vers les années 2005 à peu près sur toute l'Europe. Vu des Américains, ça comprend aussi le Moyen-Orient et l'Afrique, ce qui m'a permis de beaucoup voyager, d'aller au contact de différents modes d'apprentissage, différentes cultures, différentes langues bien sûr, et de diriger sans avoir de management direct à faire. Donc j'ai vraiment expérimenté le leadership, c'est-à-dire obtenir le meilleur des personnes par sa seule influence, sa seule conviction, sa seule passion et par son appui et sa bienveillance. Donc voilà le management que j'ai moi-même découvert en manageant. Et en parallèle de ce job qui était très technique et très orienté business, on me demandait aussi de m'intéresser et d'aider, de soutenir mes propres collègues face à des gros changements qui étaient en œuvre dans l'entreprise. Pardon, face euh, au besoin de s'organiser autrement, d'avoir des réunions beaucoup plus intéressantes et plus productives que ce qui se passait. Et Dieu sait si en France, on se réunit souvent et souvent c'est assez peu productif. Donc, j'avais aussi ces sujets à traiter, donc traiter autour du changement, autour de l'influence, comment s'influencer mutuellement sans se manipuler, bien sûr, comment manager, etc. Et c'était vraiment quelque chose qu'on me demandait en plus parce que c'était des sujets qui m'intéressaient vraiment particulièrement. Et on peut dire que c'est à ce moment-là, euh, début des années 2000, on va dire que j'ai vraiment découvert tout ce qui était de l'ordre du développement personnel et qu'il existait des métiers qui permettaient aussi de faire ça. Donc, quand l'entreprise m'a quitté en 2008, euh, au moment donc, de ce grand cataclysme économique où beaucoup de postes ont disparu, donc y compris le mien, finalement, c'est tout naturellement que je me suis tourné vers les métiers de l'accompagnement. J'avais envie, en effet, de faire autre chose. Pour moi, ça a été vraiment une opportunité, l'occasion de me dire, ben voilà, finalement, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose de différent. J'étais très bien dans mon entreprise, j'aurais pu y rester longtemps, mais voilà, j'avais aussi envie de voir d'autres horizons, de faire autre chose. Donc, je me suis renseigné sur ce qui pouvait réellement me convenir et finalement, j'ai découvert vraiment, on veut dire à ce moment-là, le métier de coach professionnel. Je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça. Ce que je veux faire, c'est ça. Ce que je faisais déjà sans le savoir, mais j'avais aussi besoin d'apprentissage, de méthode. J'avais besoin d'apprendre aussi ce métier. Mais j'avais déjà en moi cette envie et cette capacité d'amener les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes, dans les meilleures conditions et avec aussi beaucoup d'écoute, d'empathie et de bienveillance. Donc, je me suis formé au coaching professionnel. J'ai aussi fait mon étude de marché pour savoir quelle était l'école dans laquelle je voulais me former. Donc, je me suis formé chez Mosaïque International, qui avait cette dimension très d'approche systémique et qui n'était pas associée à une grande figure. Donc, j'avais envie vraiment de quelque chose qui était très large et pas associé ni à une figure ni à une méthode particulière. Donc, je me suis formé au coaching et assez rapidement, j'ai pu démarrer mon activité. Je continuais à chercher quand même un job à ce moment-là, en CDI, dans une boîte plutôt internationale, etc. Et puis finalement, c'est en mai 2010 que j'ai décidé de mettre toute mon énergie et développer finalement ma propre activité. Et donc à créer un cabinet dans lequel je suis seul, je travaille en indépendant, un cabinet qui propose donc du coaching principalement, donc de l'accompagnement, soit individuel, soit en groupe, pour des entreprises principalement, mais aussi pour des particuliers, et d'y associer aussi de la formation, mais de la formation uniquement sur des sujets de relations. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui est la part principale de mon ADN, c'est ma passion pour la relation à soi avec tout le développement personnel et aussi la relation à l'autre, dans une relation de collègues, de binômes, de couple, de relations parents-enfants, etc. Chaque fois qu'on est face à l'autre et qu'on essaye vraiment d'être en phase, en lien de façon profonde. Ce qui m'intéresse, c'est donc la relation aussi aux autres,
comment est-ce qu'on évolue aussi, comment est-ce qu'on développe des relations vraiment harmonieuses et apaisées avec un groupe, que ce soit une famille, une équipe, dans le sport, au travail ou ailleurs. Et ensuite, dans la quatrième dimension, c'est notre relation à notre environnement. Et donc notre environnement, ça peut être au sens large, bien sûr, la relation à la nature, mais aussi la relation à notre domaine professionnel, la relation à notre région, la relation à notre culture, etc. Et donc, c'est sur ces quatre dimensions que, voilà, moi j'interviens principalement avec ce goût de la créativité. Donc, c'est vrai que je fais beaucoup de choses. J'ai toujours envie de créer, d'imaginer quelque chose de nouveau. La routine, je ne connais pas. Et puis cette approche systémique où j'aime bien justement m'intéresser à un ensemble, à un système complet, et parce qu'en agissant sur le système, eh bien, on a beaucoup plus de chances de pouvoir agir positivement sur chacun des éléments du système. Voilà, j'étais long peut-être, non? Ah non, c'est super intéressant. C'est c'est vraiment c'est un parcours complètement atypique quand même, mais enfin qui reste quand même dans le même lien quand même, parce qu'il y a toujours cette histoire de groupe et de relation et d'amener autre chose de différent. C'est Oui, je pense qu'il y a vraiment un fil rouge dans tout ce que j'ai fait jusqu'à présent et bien sûr ce que je ferai encore, parce que moi j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé ma raison d'être et de me lever chaque matin. J'ai trouvé ce que je peux réellement apporter au monde et qui m'apporte moi énormément. Et donc, au cœur, bon, il y a toujours la relation. Donc, il y a toujours comment développer de meilleures relations. Lorsqu'on me demande ce que je fais, c'est toujours très difficile d'expliquer en quelques mots. Alors, si j'ai qu'un seul mot, je dis bah, je suis bonheurologue. Voilà. Donc, finalement, j'essaye d'accompagner chacun sur son chemin de bonheur, trouver son bonheur particulier, individuel, parce qu'il n'y a pas de formule, ou il n'y a pas de définition générale du bonheur, bien sûr. Euh, et, et quand j'ai un peu plus de mots, je dis que je suis un provocateur de relations harmonieuses. Voilà. ah, c'est joli, c'est vraiment joli. Et avec tout ça, tu as eu l'idée de faire des posts, enfin, comment on dit, des chroniques sur le bonheur sur une radio. Donc voilà, donc j'ai donc une activité qui m'occupe beaucoup de mon temps entre donc les coachings, certaines formations que je fais. Je fais aussi de l'enseignement. J'enseigne aussi dans un CFA avec notamment un cours sur la psychologie sociale de la communication. Donc on reste toujours dans la relation. Et c'est toujours, bien sûr, toujours une question de hasard, toujours une question de rencontre, donc toujours une question de relation finalement et de disponibilité à la relation. Et il se trouve qu'il y a à peu près 2 ans maintenant, oui, il y a 2 ans, euh, ma ville, la ville où j'habite, Sartrouville, en région parisienne, donc la municipalité pour qui j'étais déjà intervenu pour faire des bilans professionnels, pour faire euh, des affiches pour le marché, par exemple, c'est-à-dire, donc ça c'est le côté conseil en communication, et puis le côté du coup artiste, dessinateur, puisque j'ai dessiné des affiches, et, euh, et aussi j'avais accompagné tout le personnel petite enfance de la ville de Sartrouville, ça représente à peu près une centaine de personnes, sur de la cohésion d'équipe, dans laquelle j'intégrais beaucoup de communication non violente, un peu de théâtre, etc. Et donc, on me savait être capable aussi de, de développer des approches un peu innovantes, un peu neuves. Et donc là, on m'a demandé d'intervenir en fait pour des associations. Donc, si ça donne des idées à des municipalités qui m'écoutent, bien sûr, c'est très important parce que le constat était que le service qui s'occupait de tout ce qui était sport, culture et association avait fait le constat que beaucoup de personnes sont tout à fait capables de parler de leur association. Ils sont très passionnés, c'est eux qui les fondateurs, etc. Mais ils ont d'énormes difficultés ensuite à la défendre, par exemple, devant une assemblée, à mener une assemblée générale, à argumenter pour obtenir des subventions, etc. Parce que, en effet, ayant des difficultés à s'exprimer en public. Donc, ils m'ont dit, voilà, est-ce qu'on pourrait construire une formation qui serait vraiment orientée vers les responsables d'associations sur la prise de parole en public. Donc, c'est un sujet que je connaissais bien sûr, que j'utilisais, que je traite déjà depuis longtemps. Et c'était intéressant, du coup, de s'intéresser cette fois-ci non plus à des professionnels ou à des politiques, puisque je fais aussi du coaching politique, mais de s'intéresser aussi à des associations.
Et donc, j'ai monté ce programme avec d'abord une conférence pour expliquer ce qu'on pouvait leur apporter, pour les intéresser. Et ensuite, il y a eu une vingtaine d'associations qui sont inscrites. Et j'avais donc des responsables d'associations pour 5 matinées de formation, coaching collectif, on va dire, autour de la prise de parole en public, mais très orientée vers leurs besoins. C'est dans cette formation, que j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un ami depuis et qui s'appelle donc Nordine Bukondora. Et Nordine est le responsable d'une web radio donc, que j'ai découverte à ce moment-là, une web radio qui s'appelle Radio Axe, ACS, pour acteurs et citoyens à Sartrouville. Donc on comprend vraiment, c'est une radio de proximité qui n'est pas là pour parler des chiens écrasés ou de la politique, mais qui parle vraiment des activités locales, qui met en avant les associations, les artisans, les commerces, les commerçants et surtout les artistes locaux. Et donc, Nordine m'a demandé de venir lui parler, comme toi, de mon activité. Et comme toi, il m'a dit après, bah écoute, est-ce qu'on ne pourrait pas finalement organiser quelque chose d'un peu plus régulier mais je dis, mais moi, j'ai jamais fait de radio jusqu'à présent, donc me faire interviewer, pourquoi pas, mais être moi-même de l'autre côté et puis animer régulièrement une émission. Il dit, ben, ça peut être une émission sur le sujet que tu veux, comme tu veux. J'avais besoin d'un peu de réflexion, mais très rapidement, je me suis dit, bon, s'il y a un sujet que je veux traiter, d'abord, ben, c'est le bonheur, c'est sûr, c'est quelque chose que j'ai envie de partager, de transmettre et de diffuser un maximum. Et j'ai attendu de savoir si j'avais suffisamment de sujets pour tenir et si oui, combien de temps. Est-ce que ce serait une émission mensuelle ou hebdomadaire? Est-ce que ça durerait 2 mois, 3 mois ou 1 an? Et assez rapidement, j'ai vu que j'avais de quoi faire une émission hebdomadaire pendant 1 an. C'est beau. Donc, je me suis embarqué dans quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout cette approche et c'était très intéressant. Et ça a été fabuleux. Finalement, c'était une très belle expérience d'être en rendez-vous avec moi-même chaque semaine parce qu'une émission d'à peu près une demi-heure, c'est à peu près 3 à 4 heures d'écriture, de recherche et d'écriture chaque semaine. Mais en même temps, ça m'a permis aussi de me poser, de poser aussi toutes ces idées que j'avais en tête, de chercher aussi des sources, des comptes, parce que chaque émission est structurée de façon à traiter le thème de la semaine. Quelquefois, le thème peut prendre plusieurs émissions. À chaque fois, je propose aussi un conte de sagesse. Donc, je vais puiser dans des contes traditionnels, des contes zen, des contes africains, des contes euh, kabyles, etc. Enfin bref, ou dans des livres d'Henri Gougaud, ou dans des contes anonymes que je trouve sur Internet. Comme je ne peux pas m'empêcher de faire le coach, eh bien, je propose aussi une action à faire sur le thème pour justement se mettre en mouvement, que l'auditeur soit aussi acteur aussi. Et je propose à la fin un titre, comme c'est de la radio, bien sûr, il y a de la musique, donc je propose un titre de ma propre playlist du bonheur, c'est-à-dire en fait les morceaux qui me font du bien, qui me rendent heureux quand j'ai un petit coup de blues, quand j'ai un petit moment voilà, de passage à vide. Il y a certains morceaux voilà, qui me redonnent la pêche, qui me donnent envie voilà, de bouger, de danser, de rire et de partager ça. Et donc j'avais envie aussi de partager ça. Donc chaque émission est structurée comme ça. Et 2019. Au bout de 6 mois, j'ai regardé la pile de documents A4 que ça représentait, puisque chaque émission est vraiment très écrite. Là aussi, j'ai appris qu'il n'y a pas d'improvisation possible à la radio. Il faut vraiment que ce soit extrêmement écrit. Surtout que je n'avais pas de vis-à-vis. Donc, pour me relancer, me poser des questions, j'étais seul face au micro. Et au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que cette masse de travail, ben, ça représentait finalement au moins 200 pages. Je me suis dit, pourquoi pas en garder une trace et en faire un bouquin. Ce même jour, je vais à la radio enregistrer et Nordine me dit, bah, dis donc, t'as beaucoup écrit, parce que j'emmenais la base à chaque fois de mes documents. Il me dit, pourquoi t'en ferais pas un bouquin? Je pense que je vais le faire, puisque j'ai eu l'idée et que tu l'as complété. Et il me dit, ah, ce qui serait bien aussi, c'est que tu fasses illustrer aussi chacune de tes chroniques. Je dis, non, non, je ne vais pas les faire illustrer, je vais les illustrer moi-même, puisque ben, j'ai la chance de pouvoir dessiner, donc je ne vais pas demander à quelqu'un d'autre, je vais illustrer moi-même mes chroniques. Et finalement,
Donc j'ai pris la moitié des chroniques. C'était au mois de juin, donc j'avais encore 6 mois de chroniques à écrire. Donc ce livre correspond à, c'est pour ça que c'est le tome 1, ça correspond donc à 23 chroniques que j'ai écrites entre janvier et juin. Et cet été, bien voilà, pendant que d'autres se doraient au soleil ou sautaient dans la piscine ou jouaient, ben moi j'étais à l'ombre et je mettais en forme ce livre, je dessinais mes illustrations. Et à l'automne, le livre est sorti et j'en suis très heureux puisque voilà, j'en ai vendu à peu près 250, ce qui était vraiment quelque chose qui était même pas imaginable. Je l'ai fait vraiment parce que j'avais envie de laisser une trace de ce que j'avais fait, tout simplement, que ce soit aussi un objet, pas simplement un fichier sur Internet, mais que ce soit aussi un vrai objet à palper. Et puis, je n'ai pas mesuré en fait l'importance d'écrire un livre. C'est quelque chose d'inouï en fait. C'est quelque chose qui dépasse ce que je pouvais en imaginer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'abord de la transmission à ceux qu'on connaît, à ceux qu'on aime, donc d'abord à ma famille, à mes enfants, et en plus dans mon livre j'ai mis des QR codes, ce qui fait que quand on les scanne, on écoute l'émission, et donc on écoute ma voix. Et je me suis dit, mais finalement, je laisse aussi à mes enfants non seulement des idées, des pistes, mon avis sur le bonheur, ce qui bien sûr est quelque chose qu'on essaie tous de transmettre, mais aussi je leur laisse ma voix. Et je me suis dit, mais oui, et même quand je ne serai plus là, il y aura encore ce livre qui sera là, qui leur parlera. Il leur parlera des choses les plus importantes dans la vie, c'est-à-dire comment être heureux finalement. Donc c'est bien sûr quelque chose de très important. Je n'ai pas imaginé aussi combien ça pouvait faire du bien autour de moi. Voilà, on me dit que c'est un livre qui fait du bien. Voilà, quand on le lit, quand on le relit, quand on le picore, au fur et à mesure de ses besoins, de ses envies. Alors, c'est pas un livre de recettes, c'est pas un livre qui vous dit ce que vous devez faire pour être heureux, parce que là, c'est trop personnel et trop difficile. Mais c'est un livre qui explique quelles sont les différentes pistes qui nous permettent d'être heureux. À chacun de trouver son chemin. Il y a des chemins qu'on arpente et qui nous conviennent, d'autres pour lesquels il faut rebrousser chemin, passer par ailleurs. Et puis c'est ça. Donc on va dire que comme tous les chemins mènent à Rome, il y a beaucoup de chemins qui mènent au bonheur et chacun finalement a le sien. Et ce livre, il ouvre des pistes, tout simplement. Voilà. C'est joli d'ouvrir des pistes déjà, Ouais, parce que ouais. des Et fois, on n'en a puis pas conscience. donc moi je pense qu'on a tous beaucoup de pistes possibles. Je pense que ça c'est ma conviction profonde, c'est ma croyance, hein, que nous avons tous tout ce qu'il faut pour être heureux. Certains le trouvent plus facilement que d'autres. Certains sont déjà mieux préparés que d'autres, dans le sens où il y a une part de génétique qui fait que dès le départ, 50% de notre capacité à être heureux, elle est là, dans nos gènes. Et ce qui explique pourquoi, voilà, dans les mêmes conditions, déjà on voit tout petit, on observe des enfants dans une crèche, on voit bien que la même situation va causer chez les uns du bonheur et chez d'autres des pleurs pendant plusieurs heures. Donc on voit bien qu'il y a bien une part qui ne nous appartient pas, qui nous vient comme ça de notre héritage. Mais quand même, si 50% est dû à la génétique, il y a quand même 50 autres pourcents qui est dû à notre vie, à ce que nous en faisons en fait. Et ça, c'est bien quelque chose qui nous appartient complètement. Et sur ces L'éducation. 50%, il y a que 10% qui sont dus à l'extérieur, finalement. C'est-à-dire que nous pouvons changer des choses à l'extérieur pour nous rendre heureux, ça marche. Mais l'efficacité est faible. C'est 10%. Voilà. Donc, on change de maison, on change de région, on change de chérie, on change de voiture, pour être plus heureux. Oui, on est un petit peu plus heureux, mais souvent on revient à la case départ parce que l'efficacité est relativement faible. Ça veut dire que ce sur quoi on peut réellement compter, c'est les 40% qui nous restent et qui sont de l'ordre de notre cheminement intérieur. C'est à l'intérieur qu'on va trouver des pistes, c'est à l'intérieur de nous qu'on va trouver les ressources et les sources de bonheur. C'est très intéressant. Ton livre, est-ce qu'on peut le trouver par contre? Si nous, dans le sud de la France, on voudrait l'avoir. Alors mon livre, on le trouve déjà sur mon site internet parce que j'ai choisi aussi d'être éditeur, d'être auto-éditeur finalement. Voilà, ma maison d'édition c'est Saad Édition, comme mon activité c'est Saad Solutions. Et donc on le trouve sur mon site internet. Et donc ça vous coûte que le prix
de l'envoi, tout simplement, du port. Hein. Donc, je peux l'envoyer, bien sûr, je l'ai déjà envoyé à l'étranger, donc je peux l'envoyer, bien sûr, dans le sud-ouest ou partout en France. Il y en a un qui est parti à la poste, voilà, pas plus tard qu'hier. Donc, on peut le commander directement sur mon site. On peut le trouver alors sur fnac.com aussi. Ok. L'avantage de le commander sur mon site, c'est que j'ai votre nom, j'ai votre adresse, et si vous désirez une dédicace, ben je peux vous le faire. Tandis que quand je commande à travers fnac.com, c'est la Fnac qui ensuite me demande des exemplaires que j'envoie à une librairie centrale de la Fnac. Et donc, je ne sais pas où mon livre va, donc je ne peux pas faire de dédicace personnalisée. Voilà, donc, si vous voulez vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un avec un petit mot de l'auteur ou un petit dessin de l'auteur, passez plutôt par mon site. Le titre, parce que du coup, tu en as parlé, mais on n'a pas su. Ah, le titre, bien, c'est Bonheur chronique. Voilà. Donc, ça ne parle. C'est des chroniques que tu as fait à la radio. Donc, c'est 23 chroniques radio du bonheur qui sont compilées dans ce tome 1. Voilà. Et donc, chaque fois que vous démarrez une chronique, donc vous avez à chaque fois mon illustration, ça c'est sur le lâcher prise, par exemple. Et à chaque fois, vous avez donc le code barre, le QR code qui vous permet, en le scannant, d'écouter la chronique. Et si vous préférez ne pas l'écouter, uniquement la lire, ben vous la lisez. Et comme je partage un titre de musique à la fin de chaque chronique, à la fin de chaque chronique, il y a aussi un QR code avec uniquement le titre de musique si vous voulez l'écouter. C'est chouette ça. Donc voilà, Bonheur chronique, tome 1. Le tome 2 paraîtra en novembre. Et quand tu as commencé à faire la web radio, comment les gens autour de toi, ils l'ont pas vécu, mais qu'est-ce que ça t'a apporté de l'autre? Est-ce que l'autre est venu plus facilement vers toi en te disant « Ah, c'est génial » ou « Ah, tiens, ça m'a fait réfléchir sur… Est-ce que tu as eu des retours comme ça? Alors oui, ça a été aussi ma belle surprise aussi, c'était de voir combien ça touchait juste en fait à ce qu'attendaient les personnes, les gens. Donc j'avais des retours en me disant que ça plaisait, etc. Et j'ai la chance d'organiser mon temps comme je veux. Ça, c'est l'avantage d'être indépendant. Et notamment, j'ai le plaisir d'accompagner mon petit garçon. J'ai un garçon qui a 7 ans, Digo, et de l'accompagner à l'école le matin. Et le matin, quand mon émission de radio n'était pas assez rapidement disponible en podcast sur mon site internet, eh bien, je me faisais gronder par les parents d'enfants qui me disaient alors on l'attend, parce qu'elle elle est en diffusion, mon émission est en diffusion en direct, elle était en direct à 19h, enfin pas en direct, pardon, elle était diffusée la première fois à 19h le lundi et des gens me disaient mais moi ça tombe mal, c'est le mauvais moment, c'est le moment où je m'occupe du bain des enfants, du repas, etc. Donc j'aime bien l'écouter en podcast et puis comme ça je peux leur écouter plusieurs fois, etc. Donc le fait que les podcasts arrivaient avec du retard, parce que j'étais un peu tributaire aussi de l'organisateur qui devait les mixer, me les envoyer, etc. Voilà, ben je me faisais gronder et j'ai pu mesurer à quel point justement l'émission était attendue et était appréciée. Et j'en ai eu la preuve après quand les gens m'ont dit mais par contre voilà, moi j'ai pas écouté tes émissions, mais si ça sort en livre, je te l'achète. Les gens ont vraiment tenu parole parce que du coup voilà, j'en ai vendu vraiment enfin beaucoup plus que je le pensais. Voilà, moi j'avais imaginé faire un tirage de 50, aller 100 en étant très optimiste et j'ai largement dépassé. Et voilà, puis c'est pas fini puisque le livre continue sa vie bien sûr. Oui. Alors, il y a des gens qui nous demandent le nom de ton site internet parce que c'est vrai on l'a pas Alors le nom de marqué. mon site internet c'est Saad, S-A-A-D, Solution. Saad Solution, d'accord. Solution au pluriel. D'accord. Ouais, c'est chouette. Je vais peut-être prendre une carte. Voilà. Hop, si je prends une de mes cartes comme ça, voilà. Je vais vous montrer l'écran. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, si. Saad Solution. Saad Solution. Donc, il suffit d'aller sur mon site, comme ça, vous verrez tout ça. Alors, Saad Solution, ça aussi, ça a à voir avec le bonheur. Pourquoi? Parce que c'est un acronyme pour service donc d'analyse et d'accompagnement au développement. Mais Saad, c'est aussi, puisque ma merveilleuse épouse est d'origine marocaine, Saad, c'est aussi un petit nom qu'elle m'a donné. Et Saad, en arabe, ça veut dire bonheur, tout simplement. D'accord. C'est joli. Donc, mon activité, mon cabinet et mon site, ce sont aussi les solutions de bonheur, à trouver ensemble, bien sûr. Parce que je n'impose pas ma vision du bonheur.
Quand tu fais les coachings, tu les fais en présentiel ou ça t'arrive aussi de les faire comme ça par Skype ou WhatsApp ou autre chose? Alors, je l'ai fait principalement en présentiel, mais j'ai des clients qui sont éloignés par rapport à la région parisienne. J'ai des clients même en Belgique ou des personnes pour qui voilà, 2 heures de coaching, ça représente 3 heures de transport, donc ça fait beaucoup. Et donc, j'ai aussi des clients depuis longtemps déjà, que je coach comme ça à distance, à travers Skype. Donc, ce qui est intéressant parce que j'ai la voix, j'ai, mais beaucoup plus qu'au téléphone, j'ai aussi tout le non-verbal, j'ai aussi toute cette expression corporelle qui donne évidemment beaucoup d'indications sur les sujets qu'on évoque ensemble, on va dire, voilà, et sur les émotions qui passent lorsqu'on travaille ensemble. Donc j'aime avoir au moins une version, on va dire, un entretien présentiel la première fois, mais ça peut aussi, dès la première fois, ça peut se passer comme ça à distance. Et donc j'ai l'habitude déjà de le faire depuis au moins 3-4 ans. Donc le confinement n'a pas chamboulé ma vie, puisque j'avais déjà cette habitude, et donc je continue à avoir des clients qui sont à distance. Donc là, j'ai des clients qui sont en région parisienne, et donc on continue maintenant, on n'est plus en présentiel, mais on est à travers Skype. Et puis voilà, j'ai une cliente au Mans, j'ai des clientes en Belgique, et comme ça, on peut continuer à travailler. D'accord. Donc, toi, tu interviens quand les gens ils sont en difficulté, c'est-à-dire qu'ils t'appellent en te disant il y a un souci quelque part ou je ne suis pas bien dans mon travail, je voudrais savoir pourquoi. Quels sont les types de demandes qui te sont faites? C'est pas forcément une difficulté, hein, c'est-à-dire que moi, j'aime bien justement dire que le coaching, c'est très important pour traiter des situations, pour traiter des problématiques, mais pas forcément pour traiter des problèmes. Donc D'accord. déjà, euh, j'ai des personnes qui ont besoin d'améliorer un certain nombre de leurs pratiques, qui font le constat qu'elles ont du mal à communiquer, elles ont du mal à gérer les conflits, elles ont du mal à… Donc là, on va vraiment traiter quelque chose qui va être de l'ordre d'un progrès à réaliser chez ces personnes, et avec le constat qu'elles ont cherché jusqu'à présent à se débrouiller toutes seules ou à le faire à travers d'autres biais comme la formation, mais que ça n'a pas porté ses fruits. Et puis, j'ai aussi des personnes qui n'ont pas de problème, mais qui disent, ben voilà, moi, je fais le constat que jusqu'à présent, j'ai fait un certain nombre de choses qui m'ont intéressé, mais j'ai vraiment envie de faire autre chose. J'ai envie de faire d'autres choses de ma vie. Alors, on est souvent dans dans ce que Carl Jung appelle l'individuation, c'est-à-dire le moment de la vie où on se pose ces questions. C'est ce qu'on appelle donc la crise de milieu de vie, on va dire. Donc, qui n'est pas forcément une crise, mais qui est un moment d'interrogation profonde. Et on se dit, mais finalement, maintenant, c'est assez clair. Je sais ce que je ne veux plus, mais je ne sais pas encore ce que je veux. Et là, j'ai besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés pour m'éclairer. Et souvent, c'est le terme qu'il a, c'est j'ai besoin qu'on m'éclaire, ou on me dit j'ai besoin qu'on m'aide à faire le ménage. Donc, c'est souvent avec des métaphores comme ça. Et moi, ça me plaît bien parce que j'aime bien les images aussi. Et donc, j'utilise souvent les images, justement, et le photolangage ou des cartes. Alors qui ne sont pas des cartes comme Laurence, hein. Moi j'utilise des cartes qui déclenchent plutôt des idées de pleine conscience, plutôt des photos qui vont permettre d'exprimer des choses qu'on aura du mal à exprimer avec des mots. Et donc là, les personnes vont, je suis à leur côté en fin de compte pour cheminer ensemble vers un autre avenir et ouvrir des portes qui pour elles n'existaient pas forcément. Et on va travailler uniquement, bien sûr, sur leur potentiel, sur leur capacité, et pas en effet comme dans la formation pour l'apprentissage d'une compétence. On n'est pas là-dedans. On n'est pas non plus dans du conseil, puisque le coaching, c'est exactement le contraire du conseil. Quand les gens viennent chercher des conseils, je dis je suis désolé. Les conseils, je ne les donne pas. D'abord, je les vends si je fais du consulting, mais là, on n'est pas du tout dans ce contexte. Et surtout, mes conseils ne marcheront pas avec vous. Parce que mes conseils vont parler de moi, de mon expérience, des méthodes que je connais, mais je ne sais pas si elles vont fonctionner avec vous. Donc, ce qui est important, c'est pas d'entendre des conseils. Hein, souvent, les conseilleurs ont eux-mêmes du mal à appliquer les conseils qu'ils donnent aux autres. Donc, je me dis, c'est vraiment d'essayer de trouver en vous le chemin qui vous mènera vers l'endroit où vous avez envie d'aller. On va trouver tout ça ensemble. Donc, une des métaphores du coaching, c'est d'accompagner quelqu'un dans le brouillard. Donc voilà, c'est souvent ça. Au début, il y a du brouillard, et puis ensuite, ça s'éclaircit. Puis à la fin, la lumière arrive, on dit, bah, ça y est, maintenant, je sais ce que je veux. Voilà. Les cartes, c'est toi qui les as créées, non?
Alors, j'ai des cartes que j'ai créées. Mon petit doigt m'a dit. Alors, en effet, j'ai créé des cartes qui s'appellent les mots du bonheur. Et ce qui me permet aussi, en tirant une carte au hasard, de s'appuyer sur ce mot et de travailler sur ce mot. Donc, je sais pas, je t'en donne une au hasard, voilà. Ah oui, oui. Voilà, 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 voilà. Tu me, Allez, stop. je vais Ouais, là, passer ma main et tu vas me dire là, stop. là, là, maintenant, là. Là, Oui. alors je vais découvrir avec toi. Et cette carte, c'est complétude. Va bien. Alors, est-ce que complétude, ça te parle par rapport au bonheur? Oui, ça me va bien en ce moment, je trouve. Qu'est-ce que tu peux en dire alors de la complétude? C'est compliqué. Ah, c'est ouais, c'est complétude. C'est complexe. C'est complexe? Ouais. Non? Euh, je ne sais pas. Moi, la complétude, c'est vraiment le moment où on sent qu'on occupe finalement tous nos Pas de propres place. espaces, et notamment nos propres espaces intérieurs. Donc voilà, c'est chercher à compléter, chercher à savoir ce qui me manque pour aller jusqu'au bout, pour m'épanouir complètement. Moi, la complétude, je la fais souvent en référence aussi avec un autre mot aussi qui est aussi un mot de bonheur, qui est un mot rare aussi, qui est le mot congruence. Mhm. Et pour moi, la congruence, c'est quelque chose qui est super important. C'est ce moment où on se sent totalement aligné entre euh, notre esprit, c'est-à-dire notre dimension spirituelle et nos valeurs, etc., avec nos pensées aussi. Nos pensées sont complètement alignées avec ça, avec aussi nos propres paroles et aussi avec nos actes. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que lorsqu'on est complètement aligné comme ça, que nos valeurs, notre esprit, nos pensées, nos paroles et nos actes sont vraiment en phase, alors rien ne peut nous arrêter. Et quoi qu'il nous arrive, on aura au fond de nous cette énergie puissante qui nous permettra de passer à travers les zones de turbulence pendant que la vie ne ratera pas de mettre sur notre chemin. C'est très Donc joli. voilà, par exemple. Ça me va très bien en ce moment, je te jure. Oui, oui, je pense qu'on a tous besoin voilà, de complétude parce qu'on se sent incomplet Mm. dans ce manque de relation à l'autre que nous offrait cette vie d'avant. On n'imaginait pas à quel point c'était précieux Mm. de frôler des gens, de s'embrasser, de se faire des câlins, de se retrouver à plusieurs, voilà, de se postillonner les uns les autres, à quel point c'était quelque chose de précieux finalement. Oui. Alors moi, je vais te dire quelque chose, je suis infirmière libérale et Oui. d'avoir un masque sur le visage, de ne plus pouvoir sourire à mes patients ou même aux caissières ou à n'importe qui, pour moi, c'est quelque chose de très compliqué. Tu vois, que les gens ne voient plus mon sourire, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Donc c'est là où, voilà, c'est dans ces moments-là où il faut trouver les ressources pour changer, pour mettre Alors d'autres déjà, choses. ouais, tu peux te dire de toute manière, Bérangère, que ton sourire, il se voit d'abord dans tes yeux. Oui, ça c'est sûr. Et ce sont les yeux justement qui offrent la différence entre un faux et un vrai sourire. Donc dis-toi bien que si tu souris avec ton masque, ça se sent, ça s'entend dans ta voix aussi, certainement. Et puis tu peux dessiner un sourire sur ton masque, peut-être. Oui, j'avais pensé à m'acheter des masques blancs et faire un sourire comme ça. J'y Donc avais voilà, pensé. tu peux coller un sourire dans ta vie, dans tous les cas. Ah oui, ça c'est sûr. Et les cartes, tu les as que pour toi pour faire tes coachings ou tu t'en sers aussi pendant tes formations ou... Oui, alors vraiment, c'est des outils, oui. C'est des outils que j'utilise dans les coachings. Donc, celui-ci, j'utilise aussi même dans mes interviews radio, puisque cette année, j'ai changé d'émission et j'ai une émission qui s'appelle Invitation au bonheur, où donc, là, cette fois-ci, j'ai un invité, comme toi, mais à la radio, et où on parle ensemble du bonheur. Et donc, je demande, par exemple, à mon invité de tirer une carte, et puis, comme on l'a fait ensemble, de me dire en quoi ce mot a à voir avec le bonheur. J'utilise aussi des petites cartes qui sont très sympas, qui ont été éditées par la Ligue des optimistes de France. Donc la Ligue des optimistes de France a édité ces petites cartes, c'est un petit jeu qu'on trouve sur Internet et qui est un jeu en fait de questions pour alimenter envers des conversations, mais de façon très positive et très optimiste Ah, et c'est très sympa ça. constructive. Donc là, je sais pas, je prends une question au hasard, c'est raconte-moi une petite victoire que tu as vécue récemment dans ton quotidien.
ben voilà, ça lance une conversation qui est toujours d'ordre positif et je trouve que ça devrait être obligatoire. C'est-à-dire que dans toutes les familles, on devrait avoir un jeu comme ça où de temps en temps, ben, on va se poser les uns aux autres des questions positives, des questions d'optimisme. Donc voilà, une autre. Dans quel domaine te trouves-tu absolument génial? Bérangère, dans quel domaine te trouves-tu absolument génial? Dans mon rôle de maman. Ben voilà. Ah, et c'est un super rôle. Ah oui, complètement. Pas facile tous les jours, mais qui est super sympa à vivre en tout cas. Voilà, donc j'ai des cartes, j'utilise beaucoup en entreprise autour des valeurs, par exemple, pour essayer de trouver les valeurs communes que nous avons les uns avec les autres aussi. Donc elles sont très sympas. Bon, en plus, elles sont toujours illustrées avec des dessins d'enfants. Donc moi, j'adore ça, forcément. Mhm. Donc j'ai ça. Alors les cartes que j'utilise finalement le plus souvent, donc j'ai plusieurs cartes. Ce sont des cartes que j'utilise beaucoup en coaching individuel et beaucoup en formation. Et beaucoup dernièrement, j'ai fait une formation très très spéciale puisque en ce moment, je travaille avec Pôle Emploi, en fait. Donc mon client, c'est Pôle Emploi. Et là, j'ai des groupes de demandeurs d'emploi, j'aime pas ce terme, de personnes en recherche d'emploi, de longue durée. Ce sont des personnes qui, en effet, cherchent depuis longtemps. Ce ne sont pas forcément des personnes dites seniors, mais en tout cas, puisque j'avais des personnes qui avaient 28, 30 ans, hein, mais ce sont des personnes qui sont en recherche d'emploi depuis longtemps et pour qui, finalement, trouver un emploi du jour au lendemain est peut-être possible, mais en tout cas très difficile, parce que éloigné du rythme du travail, du rythme de se lever, de se préparer, de s'habiller pour aller au travail, de rencontrer des gens. Ce sont des gens qui vivent finalement en confinement depuis très longtemps, cela. Et parce que même s'ils avaient un entretien, eh bien, ils ne réussiraient pas à faire cet entretien. Parce que ça fait trop longtemps éloigné, en effet, du moment de parler de soi, de ses compétences, de son expérience. Et donc, avant même de suivre des ateliers sur comment faire son CV, sa lettre de motivation, comment se présenter ou s'habiller, etc., travailler sur son image, Pôle emploi m'a demandé de travailler vraiment en amont pour aider les personnes vraiment à se reconstruire avant d'aller ensuite vers d'autres ateliers et d'aller vers l'emploi. Donc, ce n'est pas de travailler sur un projet professionnel, mais vraiment de travailler sur sa préparation à esquisser un projet professionnel. Et donc, j'ai travaillé sur des modules. Donc, j'avais 5 modules de 2 demi-journées où on travaillait d'abord sur un atelier de 2 modules sur la confiance, comment retrouver confiance en soi. Ensuite, sur l'estime de soi, Grand sujet. comment retrouver de l'estime de soi, parce que quand on perd son emploi, la première chose qu'on perd, c'est l'estime de soi. On se trouve nul. Ensuite, de travailler sur l'optimisme, de travailler sur la sérénité, et enfin, de travailler sur comment, du coup, à partir de tout ça, esquisser un projet professionnel. Donc, c'était tout à fait passionnant. Et notamment, pour travailler sur la confiance en soi, j'utilise ces cartes qui sont ce qu'on appelle les cartes des forces. Donc, ça, c'est édité par Positran, qui est un site qui est dirigé par le docteur Ilona Bonniwell, qui est une des grandes spécialistes de la psychologie positive. Et donc, à partir de ces cartes-là, il y a une cinquantaine de cartes qui parlent de nos forces. Et donc, les gens reconnaissent leurs forces et, et à partir de là, choisissent les cartes qui leur conviennent, en sachant que voilà, derrière les cartes, il y a aussi des explications complémentaires. Et quand on étale comme ça et qu'on reconnaît ses forces, ben, ça a un effet waouh, finalement. Ça se dit, ben, finalement, je suis pas si mal, finalement, je suis pas si mauvaise, ou je suis pas si nulle, etc. Et ça, c'est déjà un premier pas, parce qu'on met en face, comme ça, à chaque fois, ses forces, et on se dit, mais finalement, j'ai des forces, je les utilise pas, elles sont un peu endormies, c'est un peu la belle au bois dormant de temps en temps, ma force, mais je peux la réveiller, finalement. Je peux la réveiller, je peux peut-être y puiser dedans. Et donc, voilà, on travaille sur ces sujets, voilà, en particulier. Après, j'ai d'autres cartes, mais bon, il faudrait beaucoup plus de temps pour en parler, mais peut-être qu'on se retrouvera, peut-être, Oui. hein, sur chacun de ces thèmes, n'est-ce pas? Oui. euh, Que dire encore? Ben voilà, moi je travaille beaucoup sur aussi les 4 dimensions de tout ce que nous faisons. Donc je symbolise avec ce petit bonhomme là. Et donc les 4 dimensions de tout ce que nous faisons, c'est ici la dimension physique. Donc en effet, c'est le corps, c'est aussi l'organisation, la structure, le temps, euh, les moyens financiers, etc. Donc travailler sur cette dimension physique et ses capacités physiques. Le cœur, ça va être la relation. Donc c'est l'intelligence aussi émotionnelle, relationnelle, c'est la relation à l'autre aussi.
et à soi. Donc, c'est tout le travail sur les émotions. La tête, c'est notre dimension mentale et intellectuelle. C'est donc la réflexion, le rêve aussi, la projection. Et l'étoile au-dessus, c'est notre dimension spirituelle. Donc, c'est tout ce qui nous connecte. Donc, c'est un petit peu déconnecté, hein, bien sûr. C'est un petit peu au-dessus. Donc, ça nous amène à nous élever aussi. C'est tout ce qui peut nous élever au-delà de nous, au-delà du corps, au-delà de notre mental, de notre intellectuel, etc. C'est l'esprit, mais c'est aussi la joie, c'est aussi l'enthousiasme, c'est aussi tout ce qui nous permet à un moment donné d'être complètement en phase. Donc, c'est vrai que quand on a nos valeurs et notre esprit en phase avec notre parole et en phase avec nos actions, eh bien, on a notre petite étoile qui brille au-dessus. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi le flow, hein, c'est-à-dire l'état optimal et psychologique que nous recherchons tous. Donc, j'utilise souvent ce petit bonhomme qui représente les 4 dimensions de tout ce que nous faisons. Et c'est d'ailleurs aussi le thème principal d'un autre livre en préparation, mais que du coup, j'ai mis un petit peu en stand-by pendant l'écriture de Bonheur Chronique. Et on me demande apparemment, tu fais des ateliers pour enfants. Alors oui, là aussi, toujours le hasard, j'adore. Moi, j'adore les situations complètement improbables et imprévues. Moi, avec les enfants, j'ai toujours eu le feeling avec les enfants, que ce soit les miens, mes miens propres. J'ai aussi 2 petits-enfants, 2,5, puisque ma fille va accoucher bientôt, au mois de juillet. Mais voilà, et avec mes enfants, les enfants, j'ai toujours eu voilà, une forme d'attrait, d'attirance naturelle qui fait que quand je vais quelque part, bah, très rapidement, les enfants viennent parler avec moi, je dessine avec eux. C'est-à-dire, je retrouve très facilement en fait mon enfant intérieur. Quand je suis avec un enfant, j'ai le même âge que lui. Et, et donc, voilà, mais je n'avais jamais creusé en fait ce sujet là en disant tiens, pourquoi pas en faire des ateliers ou des choses, mais ça restait quelque chose que je gardais, on va dire, pour mes proches. Et puis, il y a 5-6 ans maintenant, une école me demande si je pouvais intervenir pour une conférence. Je fais aussi des conférences, notamment sur la communication non violente, non pas pour apprendre aux parents à éduquer leurs enfants, mais surtout pour essayer de les sensibiliser à une façon peut-être différente de se parler et d'accompagner nos enfants, de les faire grandir avec une écoute différente, avec une relation un peu plus apaisée avec eux, parce qu'il y a souvent des tensions, quelles que soient les familles. Et donc, j'ai accepté ce challenge, moi qui n'avais jamais fait de conférence à des parents d'élèves. J'avais fait dans le cadre professionnel ou dans le cadre général, mais pas des parents d'élèves. Donc, j'ai fait cette conférence et ça a été vraiment un gros déclencheur parce que j'ai vu combien, en effet, ça pouvait leur être utile, combien ça venait au bon moment pour beaucoup, qui se posaient beaucoup de questions et qui ont découvert qu'il y avait en effet une approche, qu'il y avait un homme formidable, Marshall Rosenberg, bon, qui a disparu depuis, mais qui a développé cette méthode vraiment extrêmement puissante et accessible à tous. Et du coup, à l'issue de cette conférence, la directrice de l'école m'a dit oh, mais quel dommage de pas pouvoir en faire profiter les enfants. Ah, je dis ben oui, mais on fait une conférence pour les enfants, c'est pas facile. Et donc, elle m'a demandé si je pouvais faire une conférence pour les enfants, mais en mettant au moins 5 classes ensemble sous un préau, etc. Là, j'ai dit non, je pense que ça va pas le faire. 100 ou 150 enfants, moi j'aime bien que les choses soient plutôt interactives, j'aime bien pouvoir lire dans les yeux les besoins, les envies et les réponses et les questions, etc., ce que j'apporte. Donc, j'ai dit non, moi je veux bien le faire. Alors, ça tombait bien, c'était une année où j'avais un peu moins d'activité, autrement dit un peu plus de temps. J'ai dit, je veux bien intervenir, parce qu'elle n'avait pas de budget, donc je veux bien intervenir bénévolement, mais j'interviendrai, voilà, 1 heure par classe, enfin 45 minutes à 1 heure par classe, comme ça je vais limiter le nombre d'enfants par groupe et ce sera beaucoup plus interactif. Et donc j'ai monté mon premier atelier qui était vraiment une initiation à la communication non violente à partir d'une situation de cours d'école avec beaucoup d'échanges avec les enfants. Et ça a donné donc le premier atelier du bonheur, que d'ailleurs je n'avais pas encore intitulé comme ça, mais bon, j'avais appelé ça l'atelier girafe, puisque j'utilise beaucoup donc la symbolique de la girafe et du chacal, fort cher à Marshall Rosenberg, hein, que toutes les personnes qui touchent à la CNV connaissent, communication non violente. Donc j'étais venu avec mes marionnettes, celles que j'utilise déjà pour des adultes, puisque quand je fais la communication non violente, eh bien j'ai souvent avec moi mes marionnettes qui sont là, toujours près de moi comme ça, et donc où on va trouver ben voilà,
le chacal, bonjour. Donc ça, c'est mon petit chacal. Bon, un petit chacal qui est pas content souvent, qui est en colère, qui s'agace, qui s'énerve, qui est un peu agressif, et que voilà qu'on a besoin un petit peu de calmer, voilà. Et heureusement, il y a aussi la girafe qui arrive. Et ma girafe qui va en effet apporter beaucoup plus d'écoute, qui va prendre le temps, qui va être beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus empathique, et qui va calmer aussi un petit peu, voilà, notre petit chacal. Donc, à travers mes personnages, bien sûr, ça a plu beaucoup aux enfants, euh, mais voilà, c'est quelque chose que j'utilise pour les adultes, de toute manière, dans mes formations ou dans mes coachings. Euh, et donc, de fil en aiguille, j'ai eu envie voilà, de continuer. Donc déjà, j'avais vu à peu près 300 enfants, parce que j'avais une dizaine de classes. Hein. J'avais donc 2 classes de chaque niveau entre le CP et le CM2. Donc ça m'a permis de voir beaucoup d'enfants et j'avoue que j'étais tellement heureux. Alors là, pour le coup, le bonheur, c'est aussi ça. C'est de voir dans les yeux des enfants qui brillent, qui échangent, qui papotent, qui jouent le jeu, parce que je les faisais aussi un petit peu jouer des situations, etc. Et c'était vraiment très, très drôle. Et ça m'a tellement apporté que je me suis dit, bon voilà, c'était une école, comme c'est une école privée, donc un petit peu protégée, on va dire, avec des enfants, avec des environnements plutôt avantageux, on va dire. Euh, je me disais, ben voilà, pourquoi pas en faire profiter d'autres aussi. Et j'avais la chance d'avoir près de chez moi un centre, comment dire, un hall de jeux fermé comme ça, par kids, pour pas le citer sans le nommer. Donc et donc où les gens vont avec leurs enfants. C'est un endroit, si vous en connaissez par chez vous, qui est extrêmement bruyant, parce que les enfants, quand ils sont ensemble, ils hurlent, ils crient. C'est difficile de sauter, je sais pas, sans crier, je ne sais pas, j'ai oublié en tout cas. Il y a beaucoup de bruit. Et moi, donc, j'avais demandé de m'installer dans un petit coin comme ça pour faire mon atelier du bonheur. Et j'ai eu le bonheur de voir, j'ai fait 2, 3 essais pendant les vacances de février 2016, donc de voir qu'il y avait des enfants qui venaient et qui finalement restaient une demi-heure, 3 quarts d'heure avec moi plutôt que d'aller jouer dans les piscines à boules ou dans les, en hauteur, enfin bref. Et notamment, ce qui a été déclencheur pour moi de faire mes ateliers pour enfants, c'était une petite fille qui avait 7, 8 ans et qui vraiment avait à chaque fois des réponses étonnantes dans mes questions. Donc, je mettais une situation comme ça où dans une cour d'école, il y avait un peu des conflits entre enfants et je dis, ben voilà, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Donc, c'était aux enfants de proposer des solutions, puis moi de les essayer avec mes marionnettes et puis de voir que des fois, il y a des solutions qui ne marchaient pas, quoi, qui ne faisaient qu'envenimer la situation ou qui n'apportaient rien pour diminuer la tension ou la colère, etc. Et donc, de fil en aiguille, moi, j'en arrive à parler, bien sûr, des émotions avec eux. Et je leur demande, est-ce que, finalement, si ce petit personnage-là a peur des autres, si cette petite vache a peur du chien ou du lapin, finalement, est-ce que c'est bien d'avoir peur? Et là, la plupart des enfants, il y avait, je sais pas, il y avait 8 enfants ce jour-là autour de moi. Euh, donc, j'avais 7 enfants qui me disaient, ah non, non, c'est pas bien d'avoir peur. Et puis, il y avait cette petite fille qui me dit, ah ben si, quand même, c'est bien d'avoir peur. Je dis, ah bon, ben pourquoi c'est bien d'avoir peur? Et là, en effet, elle dit, parce que quand on a peur, eh bien, on fait attention. Quand on a peur, on regarde partout. Et je dis, ben oui, en effet, la peur, ça nous protège. Donc, heureusement qu'on a peur. La peur, c'est utile. C'est pas une émotion négative. Hein. En psychologie positive, on dit voilà, qu'il n'y a pas d'émotion négative. Il y a des émotions qui sont confortables et d'autres qui le sont moins. Mais celle-ci, en effet, la peur, c'est pas très confortable, mais en effet, c'est très utile. Donc, tous les enfants, merci la peur. C'était super. On arrive à la colère. Alors bien sûr, il y avait de la colère, puisque quand quelqu'un n'a pas envie de jouer avec soi, on n'a qu'une envie, des fois, c'est de lui donner un coup de pied et pas de dire, ah ben tant pis, c'est pas grave. Hein. Donc il y a de la colère, et donc je dis, mais est-ce que c'est bien d'être en colère? Donc j'ai la même chose, j'avais 7 enfants qui me disent, non, c'est pas bien d'être en colère. Puis elle qui dit, ah ben quand même, des fois, ça fait du bien d'être en colère. Je dis, ah bon? Par exemple, elle dit, ben, au moins quand on est en colère, ben, au moins on nous écoute. Ah, je dis, ben, oui, tu as raison. La colère, ça sert à s'exprimer. Alors aux adultes, je dis en effet que c'est bien une émotion euh, qui permet en effet qui est existentielle. En fait, ça permet de dire aux autres j'existe hein, quand on est en colère. Mais pour les enfants, je dis ben oui, en effet, quand on est en colère, au moins on nous écoute. Par contre, on n'a pas le droit d'être en colère sur quelqu'un. Mais on a le droit d'être en colère, bien sûr. On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. On a le droit de dire non. Ah, d'accord. On continue. Alors, bien sûr, la petite vachette ou le petit lapin était triste de ne pas pouvoir jouer avec les autres. Donc, la tristesse, je dis, voilà, est-ce que c'est bien d'être triste? Là, j'ai aussi 7 enfants qui me disent, ben non, c'est pas bien d'être triste. Et puis, j'ai ma petite fille, la même, qui dit, ah ben si, quand même, des fois, ça fait du bien de pleurer. Je dis, mais bien sûr que ça fait du bien de pleurer des fois. Ça fait du bien
Alors aux adultes, je dis que bien sûr, ça permet les prises de conscience. Hein. C'est pendant la tristesse, en effet, qu'on se pose les questions les plus justes. Mais en tout cas, pour les enfants, je dis que oui, des fois, ça fait du bien de pleurer. Ça fait du bien d'être un peu triste et de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire et de se poser des questions. Euh, Bien sûr, je ne vais pas leur parler de sens ou d'initiative personnelle, mais en tout cas, on est bien là-dedans. Trouver du sens, finalement. Est-ce que j'ai vraiment envie de jouer avec eux? Enfin, c'est à ce moment-là qu'on se demande. Et souvent, elle me dit, et aussi, bah, si on n'est jamais triste, on ne peut pas savoir qu'on est joyeux. Ben oui, bien sûr, la tristesse, c'est souvent la mesure. En effet, c'est parce qu'on a eu des moments de tristesse qu'on peut encore plus savourer et mesurer et apprécier les moments de bonheur, les moments de joie. Donc, bien sûr, quand j'ai demandé est-ce que c'était bon d'être joyeux, ils ont tous dit oui, ça fait du bien d'être joyeux. J'ai dit ben oui, bien sûr, ça fait du bien d'être joyeux. Et les enfants sont très facilement joyeux, même quand il leur arrive des tas de difficultés. Ils ont cette capacité à retrouver très facilement justement l'énergie. Et on voit, moi, je les appelle mes petits professeurs pour ça. Donc cette petite fille, vraiment, elle m'avait vraiment scotché parce qu'elle avait à chaque fois les bonnes réponses. Et puis, à un moment donné, quand après cette discussion sur les émotions, je sors, je sors mes marionnettes, elle me dit ah oui, et ça c'est le chacal. Alors elle n'a pas dit c'est un chacal. Ça en fait c'est un petit loup que j'ai chacalisé, hein, parce que ça n'existe pas les marionnettes de chacal. Elle me dit c'est le chacal. Et puis elle me dit et puis il y a la girafe aussi. À ce moment-là, moi il y a eu un moment de L'étonnement. silence où je me suis dit cet enfant, elle a des parents très très bons en CNV. Ou peut-être voilà, ou peut-être ses parents sont psychologues, je sais pas, ou coach. Et très naïvement, je dis mais qui c'est qui t'a appris tout ça? Parce que je voyais bien qu'elle le savait, elle était vraiment. Elle me dit bah, c'est toi, monsieur, quand tu es venu dans ma classe. Ah, géant! Ah, ça, c'est génial. Je m'attendais pas à cette réponse parce que c'était 3 mois plus tard, j'avais vu 300 enfants. Je vous que elle était très mignonne cette petite, mais j'avais pas du tout retenu son visage. Je l'ai pas reconnu quand je l'ai vu arriver, mais elle, oui. Elle a dit à sa mère, eh bien, ah, regarde, il y a Monsieur Girafe là-bas, je vais y aller. Donc, elle a préféré repasser 3 quarts d'heure avec moi à refaire cet atelier plutôt que de jouer. Elle était venue pour jouer quand même dans ce grand lieu, ce grand parc de jeux couverts. Donc, en fait, cette petite fille, euh, Nawel, elle m'a donné finalement l'autorisation de continuer. Et c'est comme ça que j'ai continué à proposer ces ateliers d'abord chez moi, à partir de proches, et puis ensuite il y a eu un, de le bouche à oreille qui a bien fonctionné avec un réseau de mamans sur Sartrouville qui se sont donné le mot. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite, ben, j'ai complété cet atelier girafe qui parlait de la CNV par un atelier crocodile qui parlait des émotions, en référence au livre de Catherine Emlé-Périssol, comment apprivoiser son crocodile, parce que j'utilise beaucoup la logique émotionnelle. J'ai fait un atelier Luciole qui faisait référence à la petite étoile qui brille au-dessus de nous, justement, qui était sur la façon de pouvoir réguler son énergie. Donc, on a parlé des émotions, on a parlé de l'énergie. Un atelier tortue qui parle de comment est-ce qu'on peut justement. C'est l'apprentissage de prendre le temps, de se donner du temps. C'est un peu l'atelier slow life, quoi. Hein. Beaucoup d'enfants sont très très speed. Il faut dire que dès le matin, on les brusque pour s'habiller vite fait, bon, avaler son déjeuner vite fait, se laver vite fait, partir vite fait, courir à l'école, etc. Et que voilà, retrouver le plaisir du temps, c'est pour certains, c'est un vrai besoin. Et puis, un atelier grenouille pour l'apprentissage de la méditation en pleine conscience. Ça peut faire référence aussi à Calme et attentif comme une grenouille, Ouais. le livre à succès. Et un atelier singe qui est là pour travailler plutôt la concentration, l'attention, qui fait référence à la symbolique des petits singes qu'on a dans la tête, qui est une légende chinoise qui dit que quand on a du mal à se concentrer, c'est qu'on a des petits singes qui s'agitent dans la tête et qu'il faut apprendre d'abord à les calmer. Donc ces 6 ateliers, ben, je les ai menés déjà de nombreuses fois depuis plusieurs années. D'abord chez moi, et puis ensuite dans des lieux, voilà, où un hyper Jardiland, voilà, qui m'avait demandé de le faire dans leurs locaux. Je l'ai fait aussi, et je le fais depuis l'année dernière dans une librairie, où justement bah, une de mes amies qui a créé cette librairie a souhaité dès le départ de dire ben voilà, dès que mon librairie tourne, j'ai envie que j'ai un espace pour toi et j'aimerais que tu viennes faire tes ateliers pour les enfants. Donc depuis l'année dernière, mes ateliers ont lieu dans cette librairie qui s'appelle la librairie des gens qui lisent à Sartrouville. C'est joli. Et voilà, c'est dans cette librairie que j'ai aussi fait une dédicace mémorable de mon livre. Voilà, et donc on peut le trouver aussi. Tu me demandais où on pouvait trouver mon livre, on peut le trouver là et dans quelques librairies voilà, autour de chez moi.
Bah, c'est très intéressant en tout cas. Tes ateliers, ça donne envie de venir, hein. Ouais. C'est une bonne idée d'allier l'animal à un atelier, un thème d'atelier, quoi. C'est une très bonne idée. Alors C'est c'est venu, enfin moi c'est venu naturellement puisque ce qui me plaît beaucoup dans la symbolique de la communication non violente, c'était justement d'avoir ce trait de génie de Marshall Rosenberg, d'avoir trouvé la notion de girafe et de chacal. Et donc c'est un peu basé là-dessus et de voir à quel point ça fonctionne aussi bien avec les adultes qu'avec les enfants. N'oublions pas que les adultes, ce sont des enfants dans des corps d'adultes, hein. Donc clair. il suffit que je dise à des adultes, bon là, est-ce que vous voulez que je vous raconte une histoire? Et tout le monde dit, oh oui, moi j'ai l'impression d'avoir des enfants de 6 ans autour de moi. Et donc tout le monde y est sensible et les enfants encore plus, puisque l'animal, voilà, chez eux, il est pas connoté comme nous, voilà. Donc, il y a toute une part de rêve, il y a toute une part d'imaginaire, toute une part de symbolique qui les touche beaucoup, et donc ça fonctionne bien. Ouais. Alors après, les enfants me réclament. Donc là, il faut que je fasse un atelier poney, il faut que je fasse un atelier licorne et un atelier dragon. Voilà. Donc c'est là, voilà, vous connaissez déjà les prochains ateliers. La thématique, voilà, je pense qu'on va trouver des choses intéressantes autour de tout ça. Ouais, c'est clair. Ben, merci beaucoup. On pourrait parler pendant des heures, hein, en définitive. Oui, oui, j'ai encore, je pense avoir beaucoup de choses à vous dire encore, mais Ouais. on va le garder pour d'autres interviews peut-être. Ouais, pour d'autres fois, pour d'autres thèmes même. Je te laisserai faire la conclusion. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens là maintenant, dans ce temps particulier? Dans ce temps particulier, moi j'ai envie de leur dire de prendre soin d'eux. Et prendre soin de soi, c'est pas un mot en l'air, c'est vraiment, nous sommes chacun d'entre nous pour nous-mêmes, chacun d'entre nous pour nous-mêmes, nous sommes la personne la plus importante de notre vie. Donc, on commence avec nous, on finit avec nous. Les autres sont de passage, on espère qu'ils sont de passage pendant très longtemps et qu'ils nous apportent beaucoup pendant leur passage, mais on ne peut pas donner le meilleur de nous-mêmes aux autres si déjà on ne se donne pas le meilleur de nous-mêmes à nous-mêmes. Donc c'est ça que j'ai envie de dire. Prenez soin de vous, prenez le temps de prendre soin de vous. Cette période, elle est à la fois difficile à vivre et en même temps, elle est pleine d'opportunités, justement, de ralentir, de prendre le temps, de se replonger dans ce qui est le plus important pour nous et de se poser des questions justement du sens. Quel sens je veux donner à ma vie, à mes actes, à mon temps. Et pour moi, c'est quelque chose aussi ça fait partie des pistes de bonheur, voilà, de retrouver du sens. De savourer chaque moment, je pense que ça nous apprend aussi de savourer un repas, de savourer le temps passé à, à appeler quelqu'un au téléphone, à échanger sur les réseaux sociaux ou à se voir à travers des écrans interposés. Et je pense que les retrouvailles vont être encore beaucoup plus puissantes. Donc ça nous permet de nous projeter aussi, de nous dire ben voilà comment je vais vivre l'après et de se poser des questions et pas être simplement dans une vie de routine où l'on fait, où l'on parle, où l'on pense de façon habituelle, mais de remettre en question tout ça, c'est une bonne chose. Et donc vous avez en vous tout ce qu'il faut pour être heureux, chacun à sa façon, chacun dans la dimension qui lui convient. Recherchez ces pistes-là, elles sont déjà là. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs le bonheur. Il y a beaucoup de leurres, il y a beaucoup de faux bonheurs aussi, que sont voilà, la célébrité, l'argent, la beauté, le pouvoir, le sexe, tout ça. Bon, tout ça, ce sont des pièges. Restez proche de ce qui est le plus important pour vous. Et à partir de là, soyez heureux. Très beau mot de la fin. Soyez heureux. Ben, merci beaucoup, Jean-Marie. Très intéressant. Merci. Merci à vous tous. Bonne soirée. À très bientôt. Et merci encore, Jean-Marie. Moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Merci. Merci. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir.